Ce dimanche, en Formule 1, le poleman d'un Grand Prix part en 7ème position, le pilote parti premier gagne le Grand Prix avec le meilleur tour sans enregistrer de hat-trick, Lance Stroll rate sa 1000e tentative d'assassinat sur Sébastien Vettel, et le pas du tout numéro 1 de Red Bull refuse une consigne d'équipe favorisant le pas du tout numéro 2 de Red Bull, du jamais vu en Formule 1 depuis le Grand Prix de Malaisie 2013. Rumeurs et calomnies en tout genre apparaissent, allant de Pérez qui aurait volontairement craché sa Red Bull à Monaco pour s'assurer la 3e place sur la grille, au même Checo qui aurait fait des trucs pas très gentils à Madame Pérez. Le tout suscitant la colère de Maximus. Et si vous voulez mon avis sincère et honnête, vous n'êtes pas venu au bon endroit, le linge sale ça se lave en famille, et moi je vais me contenter de me marrer un bon coup devant de telles bêtises et attendre qu'un semblant de vérité apparaisse. En parlant de rire devant le bazar, je dois en garder sous le coude pour l'intersaison, en attendant de voir si, en annonçant que Vasseur remplacerait Binotto chez Ferrari, la Gazzetta a de nouveau déféqué d'une exclusivité fictionnelle ou, si au contraire, on pourrait continuer à rire d'une écurie qui passe son temps à changer ses ampoules quand il y a une coupure d'électricité. Nous devons bien sûr aussi rire de Alpine, qui a vécu au plus près, en moins de 24 heures, le pire du pire de Fernando Alonso et le meilleur du meilleur de Fernando Alonso. On conviendra que la touchette du premier tour au sprint avec son coéquipier n'est pas brillante, mais aussi, Esteban Ocon a déjà eu quelques alertes marrons en roue contre roue avec son coéquipier cette saison, et le destin a décidé qu'il était temps de payer les conséquences de ce manque d'attention. D'un autre côté, s'il n'est pas question de nier la responsabilité d'Ocon d'avoir totalement fermé le virage à son équipier, particulièrement sur le 2e incident, en attaquant tardivement dans le dernier virage du circuit. Pour le coup, en fermant l'intérieur, Ocon effectuait une manœuvre des plus classiques dans ce faux virage et donnait même un peu plus de marge à son équipier pour l'attaquer par l'extérieur. Mais je suis bien incapable de dire si Nando a vraiment besoin de lunettes depuis cette saison, ou s'il s'agissait d'un petit coup de rancune. Quoi qu'il en soit, ces mots doux et conciliateurs dans les médias après le sprint nous font languir à l'idée de le voir aux côtés de Lance Stroll. Car de Bibi et Coyote, Vettel est bien l'oiseau qui court le plus vite, et Stroll, le canidé cherchant continuellement événement à s'en débarrasser. Je n'ai pas tenu un journal précis, mais au cours de ces 2 dernières années, je ne saurais compter le nombre de fois où j'ai dû rapporter ce type de comportement de sa part, quoique je l'ai peut-être déjà fait dans ma chronique consacrée spécialement à Lance Stroll plus tôt cette année. Ainsi, sa relation avec le plus doux double champion du monde des Asturies, roi de la politique dans un monde où il sera minoritaire, promet de belles passes d'armes en 2023. Un week-end donc sous le signe du bazar en qualif, où c'est un mésestimé Kevin Magnussen qui a sorti un tour parfait en un jour où la Haas répondait merveilleusement aux conditions météorologiques, qui a signé sa première pole position. Hélas, sur le sec, le rythme réel de sa monoplace mi-américaine, mi-italienne et mi-poubelle derrière s'est fait ressentir. Schumacher se mordra les doigts d'avoir été un peu trop conservateur dans son dernier tour, car il avait jusque-là démontré un très bon rythme. Mais surtout, son management semble le détester au plus haut point depuis le dernier sprint en Autriche, où il avait été un petit peu trop coriace à la radio, se plaignant de son coéquipier qui le ralentissait, puis ensuite à cause de ses négociations avec Aston Martin, et puis ensuite à cause de ses négociations avec Alpine. Tout cela fait que c'était certainement sa dernière opportunité de briller avant un très très long moment. Et enfin, une fois n'est pas coutume, bazar à la direction de course. Ça change. Avant la safety car de fin d'épreuve, Yuki Tsunoda avait un tour de retard, et il devançait entre autres les 2 Williams et Zhou Guanyu. L'intervention de la safety car allait donc lui offrir un arrêt presque gratuit. Elle était placée juste devant George Russell qui venait de lui prendre un tour. Mais, en rentrant au stand, Tsunoda a dépassé la safety car, et un système informatique mis en place depuis Abu Dhabi l'an dernier a détecté que Tsunoda avait déjà effectué son dépassement pour reprendre un tour de retard, et il n'avait pas le droit de la dépasser à nouveau. Nous avons eu une bien belle course sprint, riche en action à tous les niveaux, et cela n'a fait que me conforter dans mon sentiment initial, à savoir que la course soit bien ou mauvaise, ça n'apporte strictement rien. George Russell démontrait de belles aptitudes, dignes du futur vainqueur de Grand Prix qu'il sera, pour prendre la première place à Verstappen, défendant intelligemment. En terminant premier, il avait battu à la régulière le double champion en titre pour la première place d'une course, mais il n'avait pas gagné de Grand Prix.
Et si j'adore regarder des Formule 1 se foutre sur la tronche, j'avoue que ça n'a pas grand intérêt à mes yeux quand à la fin, le premier qui attend sa première victoire n'a aucune raison particulière de célébrer et que le poleman qui termine 8ème se dit content d'avoir pu sauver un point bonus et que le génial Vettel, 9ème à la porte des points, dit qu'il pourra terminer le boulot demain. De même que si une course se tenait sous le format qualificatif, j'ai du mal à absorber ce format qui sert de deuxième qualif sous la forme d'une course. Mais je l'ai promis, je ne vous embêterai plus l'an prochain sur les sprints, puisque ça y est, j'ai initié mon propre championnat, le Formule Blabla Sprint F1 Race Stars Challenge World Championship, qui sera un championnat sur le jeu F1 Race Stars que j'organiserai en live lors des 6 sprints l'an prochain. Parce que oui, je râle beaucoup, mais je suis aussi de bonne volonté, j'essaye de proposer aux râleurs tels que moi une alternative qui pourrait au moins nous amuser et arrêter de nous faire rager. Quoi qu'il en soit, le lendemain, Georgie Boy a prouvé qu'il était à la hauteur de tous les espoirs qu'il affichait depuis ses débuts au niveau professionnel. Il n'a pas été grandement embêté par ses poursuivants, certes, à l'exception des 12 derniers tours lorsque son coéquipier chassait, lui aussi, sa première victoire de la saison. Mais il a gardé la tête froide, n'a pas commis la moindre erreur et signé en prime le meilleur tour. Je le disais plus tôt cette saison, se mettre dans le rythme d'un Lewis Hamilton n'est pas chose aisée, mais pas impossible pour les plus talentueux. En revanche, jouer la 4e place et la première place sont deux choses bien différentes, et il a désormais montré qu'il savait aussi jouer devant. En tout cas, bien joué Georgie Boy, si tu veux te démontrer comme étant la digne relève de Lewis Hamilton, c'est un bon début, ça fait 1 à 103 en termes de victoire, bonne chance pour la suite. Bien évidemment, c'est un Grand Prix qui a été marqué par de nombreux accidents. Commençons par toutes celles qui sont arrivées après la safety car. La relance a été marquée donc par une collision entre Hamilton et Verstappen. Le Néerlandais a été sanctionné de 5 secondes et il a dû passer au stand en plus pour changer d'aileron. Hamilton, quant à lui, est tombé au milieu du classement et blabla a été confus. Confus parce que depuis des années, lorsqu'un pilote qui attaque par l'extérieur se retrouve dehors parce que celui à l'intérieur n'a pas entièrement compromis son virage pour lui laisser sa place, c'est celui à l'intérieur qui est pénalisé. En gros, de mon expérience avec les commissaires de course de la FIA, dans ce cas-là, c'est Hamilton qui aurait été pénalisé. Alors beaucoup de personnes sages ont pu démontrer et rappeler que pour la direction de course, quand un pilote n'est pas directement en roue contre roue avec son concurrent, il est jugé responsable de la faute. Et je dois avouer que cet argument pour moi tient la route par rapport à ce qu'on a déjà vu par le passé. Mais cet argument implique aussi deux choses qui m'agacent. La première, c'est que si Max avait pris un petit peu plus de vitesse et s'était bien retrouvé au niveau de Lewis, alors c'est Lewis qui aurait été coupable. Donc ceci m'agace au plus haut point parce que ça implique encore une fois, qu'il y a forcément un coupable dans un accident et la notion d'incident de course et le fameux Let Them Race sont bel et bien une hallucination collective. Et deuxièmement, la raison qui, je pense, fait que chaque personne cherchant un coupable est incapable de se mettre d'accord, c'est que, au-delà des rivalités entre les fans de Maximus et de Lewisius, c'est qu'on est ici dans une chicane. Si les commissaires ont décidé que Max était coupable d'être à l'extérieur du virage 1, d'autres peuvent le voir comme étant à l'intérieur du virage 2. Mais bon, passons, puisqu'on a ensuite dans le même tour l'accrochage Norris-Leclerc, où le Britannique prend un petit peu trop de vibreur et s'envoie sur la Ferrari. Il subit 5 secondes de pénalité, et pour le coup, j'ai du mal à m'y opposer autant que sur l'accident précédent, même si, encore une fois, pour moi, ce n'est rien de plus qu'une collision de course. Certes, elle est causée par Norris, je ne le nie pas, mais est-ce qu'il faut le pénaliser pour autant ? Est-ce qu'il a vraiment fait quelque chose de stupide ? Est-ce qu'il a été anti-sportif ? Pour moi, la réponse est évidemment non. Il a fait une petite erreur et le pilote dépassant par l'extérieur a été percuté. Et je rappelle que de mon point de vue, encore une fois, dépasser par l'extérieur, ça comporte toujours une forme de risque, justement parce que celui qui est à l'intérieur n'a pas toujours parfaitement le contrôle s'il fait une erreur en sortie de virage. Mais au moins, la pilule passe mieux dans ce cas-là parce que Leclerc a été totalement passif, là où Max et Lewis sont à mon sens tous deux un petit peu actifs dans leur malheur, bien qu'à différents pourcentages.
Et je voudrais conclure par la collision entre Ricciardo et Magnussen, car une nouvelle fois, Danny Ric a commis une erreur idiote en jugeant mal la longueur de son museau, et c'était tout à son déshonneur. Mais ça me permet de déplorer une énième fois ces bateaux de Formule 1. Certes, en 2022, ces bateaux sont bien plus efficaces pour se suivre qu'auparavant, et on a eu de belles luttes, mais principalement dans les virages rapides, car des tracés comme Interlagos démontrent une nouvelle fois qu'on ne peut pas se battre dans les virages lents sans se toucher l'un l'autre ou foutre un autre pilote dehors avec des voitures qui sont lourdes et aussi agiles qu'un bloc de béton. Si le temps me le permet, je reviendrai ce soir ou demain dans un débrief par pilote parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire et très honnêtement, je pense continuer comme ça à l'avenir, à savoir une chronique un petit peu plus brève et légère et une seconde où j'entre plus en détail comme je le fais habituellement sur la course de chaque pilote. Quoi qu'il en soit, une nouvelle fois, le tracé d'Interlagos ne déçoit pas et demeure à mon sens le meilleur rendez-vous du calendrier. J'ai appris à accepter Abu Dhabi comme dernière manche car les organisateurs sont sincèrement investis pour en faire un digne rendez-vous de conclusion de saison et avec des Formule 1 moins capricieuses que l'an dernier, j'ose espérer que le nouveau dessin du tracé permettra de conclure avec une belle course. Merci Instagram de votre présence, des gros bisous et à bientôt.